Bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Présent. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Diane Bidouillet est absente et donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Warren Naroué. Présent. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Pascal Servant. Madame Janine Bajon. Présent. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Vaïmoé Albanaise. Madame Isabelle Lafleur. Monsieur Nicolas Brignone est absent et donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise est absent et m'a donné procuration. Madame Naya Watéou. Monsieur Luc Brun. Présent. Madame Valérie Larocque est absente et donne procuration à Monsieur Deric. Monsieur Christophe Delesser. Ah, il est là. Madame Charlotte Tayaou est absente et donne procuration à Madame Chardini. Monsieur Sacha Benisti. Madame Stéphanie Païman. Madame Karine Cornaille. Monsieur Alexandre Machefoul est absent et donne procuration à Monsieur Guyon. Monsieur Bruno Capi. Madame Touy O'Connor. Monsieur Marc Lelézour est absent et donne procuration à Monsieur Benisti. Madame Anne-Christine Chimanti est absente et donne procuration à Monsieur Naroué. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Il est là. Madame Muriel Germain. Monsieur Maka Okofi Palay est absent et donne procuration à Madame Suvet. Monsieur Patrick Sakoumori. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Catidjo, Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Loury Aumouni. Madame Velma Falaéo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Maltessalé est absent. Madame Christine Le Saint est absente et donne procuration à Madame Cindy Pralon et Madame Davina Fawa. Bien, le quorum est atteint, notre séance peut donc se tenir. Je propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance et je donne acte de la démission de Monsieur Christian Grochin, membre de la liste Nouméa C'est Vous, enregistrée en mairie le 26 avril. Et je vous informe de l'entrée de Madame Davina Fawa, suivante de liste au sein du conseil municipal dont j'ai fait l'appel du nom. Madame Fawa, vous êtes officiellement installée ce soir comme conseillère municipale de la ville de Nouméa et je vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte et dans cette institution. Alors, compte tenu de cette prise de fonction, l'ordre du jour a été modifié pour remplacer Monsieur Grochin dans les différentes commissions et organismes. L'additif à l'ordre du jour et les projets correspondants vont vous être distribués par la cellule du conseil municipal. J'ai souhaité en effet ne pas attendre le mois de juin parce qu'il y a des commissions et donc il fallait nommer les remplaçants de Monsieur Grochin. Donc nous procéderons tout à l'heure à la nomination effectivement des conseillères. Alors, par ailleurs, je donne acte du dépôt d'un vœu de Madame Velma Falaéo de la liste Nouméa C'est Vous concernant la création de bureaux de vote supplémentaires. Et ce vœu qui m'a été remis le 26 avril dernier sera étudié à la fin de la séance. Et donc, nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers à l'ordre du jour. Et je vous propose de prendre la commission de l'administration générale de la prévention et de la sécurité,
qui s'est réunie le 12 avril dernier. Le premier dossier est la note 2021-32. Elle est relative à l'avenant numéro 2 à la convention de partenariat pour l'exploitation, l'animation et la diffusion de l'application mobile Simplicity, Simpli Nouméa. Et je vais passer la parole à Madame Pralon. Merci Madame le maire. Afin que le montant versé en 2020 pour l'hébergement de l'application soit reporté sur l'année 2021, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la société NJ Pacific Informatique l'avenant numéro 2 à la convention de partenariat pour l'exploitation, l'animation et la diffusion de l'application mobile Simplicity. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. L'administration indique à M. Bérard que la société NJ Pacific Informatique est une filiale du groupe NJ, en charge des systèmes d'information. Il est ensuite précisé à Mme Magnuolalo que les dysfonctionnements liés à la modification des plateformes iOS et Android ont été résolus par la mise en jour de l'application. Une veille a été mise en place pour l'avenir. Enfin, il est confirmé à M. Bérard que le montant de 500 000 francs correspond au coût total de l'application. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie Madame Pralon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer au deuxième point, qui est la note 2021-33. Elle est relative à une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie pour la mise en œuvre d'un label en hygiène alimentaire. Et on poursuit. Dans la continuité du programme Label Hygiène Alimentaire, conduit depuis 2018 par la ville de Nouméa, il est proposé au conseil municipal de conclure pour l'année 2021 une convention d'accompagnement afin de recruter 20 nouveaux établissements de restauration commerciale et de renouveler les 9 établissements labellisés en 2019. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Déric indique à Madame Falaeo que le retour d'expérience est très positif. Tous les établissements labellisés depuis le début du programme ont sollicité et obtenu le renouvellement pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, les contrôles dont ils font l'objet par les inspecteurs de la direction des risques sanitaires sont très satisfaisants. Madame le maire confirme à Madame Magnuolalo que l'adhésion à ce programme se fait sur la base du volontariat. Elle ajoute qu'une communication est assurée pour faire connaître ce label. Un article est notamment paru dans le magazine de la ville et un macaron bien visible est apposé sur la devanture des restaurants labellisés. Elle lui précise également que ces établissements ne sont pas dispensés des contrôles régulièrement effectués par la direction des risques sanitaires. En cas de non-respect des règles, la sanction peut aller jusqu'à la fermeture administrative temporaire. Le directeur des risques sanitaires indique à Madame Magnuolalo qu'une dizaine de toxi-infections alimentaires collectives, dites TAC ou TIAC, sont déclarées chaque année. Elle donne lieu à une enquête de la Direction des affaires sanitaires et sociales, la DAS. Il ajoute que le nombre de fermetures administratives varie entre 2 et 5 par trimestre, étant précisé que les services effectuent plus de 350 inspections par an. Monsieur Déric rappelle que la ville agit sur délégation de la Nouvelle-Calédonie dans le domaine de l'hygiène alimentaire. La démarche poursuivie est double. Coercitive, avec des inspections pouvant aboutir à des avertissements, des mises en demeure, voire des arrêtés de fermeture, et une démarche positive avec une inscription volontaire pour l'obtention du label. Il ajoute que les restaurateurs, la ville et les consommateurs sont gagnants dans ce partenariat. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Oui, Madame Magnuolalo. Merci Madame le maire. En fait, c'est juste un détail, mais c'est pour ma bonne compréhension. J'ai 2 questions. La première, il me semble avoir lu dans les documents que la durée du label était de 3 ans. Mais plus loin, on parle de 2 ans et je voulais savoir, et donc c'est ma deuxième question, pourquoi 9 établissements dont la durée, qui ont été labellisés en 2019, dont la durée donc est de 2 ans, demandent aujourd'hui à être renouvelés. Voilà, c'est juste pour... parce que j'ai vu dans la convention qu'elle avait une durée de 3 ans, donc je voulais savoir si c'était une incompréhension ou...
Monsieur Deric. Merci Madame le maire. C'est suite à la demande des premiers labellisés, c'est des 15 restaurants. Ils ont demandé le renouvellement du label. Initialement, c'était 2 ans le label. Ils ont demandé à ce que ça soit 3 ans. Donc ça, on leur a accordé ça. Et donc les suivants, il y a eu 15 labellisés en 2018, il y en a eu 9 en 2019. Et donc, c'est une prolongation également de 3 ans pour eux. Ils seront renouvelés cette année pour une durée de 3 ans. Après une labellisation initiale de 2 ans. J'ai pas été clair, peut-être. J'ai fait de mon mieux pourtant. En fait, les premiers labellisés, c'était en 2018. Ils ont été renouvelés en 2020, au bout de 2 ans, mais cette fois pour une durée de 3 ans, à leur demande. Et là, en 2021, on va labelliser les 9 qui ont été labellisés en 2019 pour une durée de 3 ans. Alors, ils avaient été labellisés pour 2 ans initialement. C'est mieux, là? Merci. Et la deuxième question, c'était quoi? Ah, d'accord, ok. Merci. Bien. Donc vous voyez, Madame Moineau-Alalo, c'est une affaire qui marche. C'était 2 ans et maintenant ils demandent 3. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et donc nous allons maintenant passer à la note 2021-34. Elle est relative à l'habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville et marcher sur appel d'offres ouvert pour la réhabilitation de l'ex-état-major en hôtel de police municipal. Et on poursuit, Madame Pralot. Afin de réhabiliter en hôtel de police municipale les anciens bâtiments de l'ex-état-major, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à présenter une demande de permis de construire et à signer le ou les marchés correspondant aux travaux à réaliser. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique à Monsieur Bérard que le projet de réhabilitation de l'ex-état-major en hôtel de police a été engagé avant les élections municipales. Ces locaux actuels sont sous-dimensionnés par rapport aux moyens humains et matériels de la direction de la police municipale, d'autant que le dispositif de vidéosurveillance et la brigade canine sont appelés à se développer. Elle ajoute que l'hôtel de police actuel dispose d'une salle capable d'accueillir les spectacles et les répétitions qui se tiennent aujourd'hui au Rex. Dès que la police municipale aura été transférée à l'ex-état-major, ces locaux seront adaptés pour transférer toutes les animations à destination des jeunes. Ce lieu, situé à un carrefour, est bien desservi par les transports en commun. Par ailleurs, des économies conséquentes seront réalisées puisque la location du Rex coûte plus de 3 millions de francs par mois à la ville. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à la majorité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Simplement, je regrette un tout petit peu que le compte-rendu de la commission ne reflète pas complètement tout le contenu de mon intervention, donc ce qui m'oblige un petit peu à répéter. Ici, quelques remarques. Donc cette réhabilitation des anciens locaux de l'état-major en nouvel hôtel de police, pour moi, est ici tout un symbole. D'abord parce qu'elle écrit définitivement le mot « fin » à la politique lancée par Isabelle Chamorro et Francine Bénet au bénéfice de la jeunesse nouméenne jusqu'en 2014. Ensuite parce que les 2300 mètres carrés auraient pu potentiellement être consacrés à 10 000 jeunes dans le cadre de vos ambitions communales, la ville pour tous, ce que j'avais dit en commission, et une ville plus proche de ses habitants. Ces 2300 mètres carrés seront consacrés à une ville plus sûre pour accueillir un hôtel de police, alors que la commune a déjà un hôtel de police. Certes, peut-être, n'est-il pas parfaitement et totalement adapté à l'ensemble des nouvelles missions, mais il est fonctionnel et je note que, a priori, il n'y a jamais eu de mouvement d'humeur et on n'a jamais eu de grève des personnels par rapport à leurs conditions de travail. Enfin, quant au projet d'installer la maison de la jeunesse dans les futurs ex-locaux de la police municipale,
La présence d'une route à grande circulation toute proche n'est pas pour rassurer. Bon, résumer les activités jeunesse à l'utilisation d'une grande salle déjà existante est à mes yeux un tout petit peu caricatural. Enfin, restera-t-il des crédits pour faire cette maison de la jeunesse? Telle est la question à laquelle je pense ici personne ne peut encore répondre aujourd'hui. Donc en conséquence, et contrairement à ce que j'avais dit en commission, je voterai contre cette délibération. Je vous remercie. Bien, ne vous inquiétez pas, Monsieur Bérard. Nous faisons chaque chose en son temps. Il y aura la maison de la jeunesse. Donc aucune inquiétude là-dessus. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? En dehors de celle de Monsieur Bérard? Pas d'autres oppositions? La délibération est adoptée. Donc nous allons poursuivre avec la note 2021-35. Elle est relative à l'habilitation du maire à déposer une déclaration préalable de travaux et marcher sur appel d'offres ouvert pour le ravalement des façades de l'hôtel de ville. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à déposer une déclaration préalable de travaux au nom de la commune et à signer le marché sur appel d'offres ouvert correspondant. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, j'interroge le conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus sur ce ravalement de façade de l'hôtel de ville qui en a besoin. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et nous allons prendre la première note de cette commission qui est la 2026-36. Elle est relative à l'adoption du règlement intérieur relatif à l'utilisation du parc urbain de Sainte-Marie. Autrement dit du PUSM. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Bonsoir. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur du parc urbain de Sainte-Marie afin de garantir l'intégrité du lieu et des pratiques. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des interventions? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Zézel, avec la 2021-37. Elle est relative à une convention avec l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le financement d'une liaison cyclable Est-Ouest entre la promenade Pierre-Vernet et le Grand Centre dans le cadre de l'appel à projet Fonds Mobilité Active Continuité Cyclable. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer une convention financière pour l'attribution d'une aide de 333 651 551 francs CFP afin d'aménager une piste cyclable de 2 km. Après la lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire indique que la requalification de la route du Port des Pointes sur la création de trottoirs et les travaux d'assainissement ne permettait pas d'aménager une piste cyclable sur ce tronçon. C'est ce qui a justifié le choix d'un parcours longitudinal pour rejoindre la promenade Pierre-Vernier. La participation financière accordée par l'État est de 330 millions de francs CFP. Monsieur Zézel précise à Monsieur Bérard que ce financement est alloué pour la totalité du projet, mais la partie la plus importante concerne la portion reliant le Faubourg Blanchot à la promenade Pierre-Vernier, car elle nécessite des travaux d'aménagement spécifiques et notamment le busage de l'Arroyo dont le coût est élevé. Il ajoute que la ville est lauréate pour la deuxième fois consécutive d'un appel à projet du ministère et que le montant accordé est la deuxième enveloppe au niveau national. Il s'agit d'une belle opportunité car sans cet apport extérieur, il ne serait pas possible de financer un tel projet dans le contexte budgétaire actuel. L'impact est également faisable, je ne pense pas que ce soit français, l'impact est également, je vais dire, important sur le plan économique pour les entreprises de travaux. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement confirme à M. Charlot que la zone de forêt humide est préservée, car le tracé suit l'Arroyo jusqu'à la rue Fédéa. L'argument de préservation et de mise en valeur de la zone ainsi que le volet assainissement ont d'ailleurs prévalu pour l'octroi de la subvention. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Bien, je vous remercie, Monsieur Gézel. Chacun aura compris que l'impact de ces travaux est extrêmement positif sur le plan économique pour les entreprises calédoniennes. Bien, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous poursuivons avec la 2021-38, Monsieur Gézel. Elle est relative à l'avenant numéro 3 au marché relatif à la gestion de la relation avec les usagers et gestion de la pré-collecte dans le cadre des marchés de collecte des déchets ménagers. Afin de prendre en compte les 3 augmentations successives du prix du timbre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 3, révisant à la hausse la rémunération du prestataire afférente à l'envoi de ses factures. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. L'administration indique à M. Bérard que la gestion des déchets ménagers est assurée en interne par la ville. Certaines prestations de terrain ont toutefois été confiées par le biais de marchés publics à différentes entreprises. Il s'agit de la collecte des ordures ménagères, des déchets volumineux et des points d'apport volontaires, et de la relation avec les usagers et de la fourniture de bacs. Le service est ainsi structuré depuis 2016 pour stimuler la concurrence et éviter d'éventuels conflits d'intérêts entre les différentes activités liées au service des déchets. Madame le maire précise que la société Clineo, titulaire du marché relatif à la gestion de la relation avec les usagers, est chargée de l'envoi des factures par courrier. Par conséquent, l'augmentation importante des tarifs par l'OPT justifie la modification du contrat initial par avenant. La dématérialisation des factures est en cours, mais on ne peut le faire instantanément car tout le monde ne dispose pas encore d'un accès Internet. Monsieur Bérard souhaite qu'un schéma du service des déchets lui soit communiqué. Madame le maire précise enfin que l'OPT a différé de 2 mois l'entrée en vigueur de l'augmentation. Le secrétaire général ajoute qu'elle sera effective au 1er juillet 2021 selon les informations communiquées très récemment. L'avenant va être donc mis à jour pour tenir compte de l'économie d'environ 500 000 francs qui en résulte. Monsieur Kachejo-Moni réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Madame Manou Alalou. Oui, merci Madame le maire. En fait, Calineo, c'est Calineo. Non, Clineo, pas Calineo. C'est Calimero. Donc, Calimero, si vous voulez. Ben oui, c'est Clineo. Alors Clineo a marché depuis 2016. En fait, moi, je m'étonne que, parce qu'on sait tous, toutes les sociétés, un des postes les plus lourds à gérer, c'est le poste traitement des factures, tant en termes d'humains que de coûts financiers. Là, le poste, par exemple, pour uniquement l'envoi des factures, on est à plus de 1,2 million par mois. Donc, c'est des postes qui sont colossaux. Est-ce que depuis 2016, il n'a pas été réfléchi à envoyer ces factures, alors ou sous format PDF, parce que là on parle de dématérialisation des factures. Alors est-ce qu'on parle bien des factures qui sont émises et ensuite envoyées en PDF, ou on parle de e-factures, les factures électroniques, ou c'est encore autre chose? Est-ce que Clineo a réfléchi à ou en tout cas, est-ce que la mairie lui a demandé de réfléchir sur ce point? J'ai bien noté que l'envoi dématérialisé des factures était un peu compliqué parce que tout le monde n'était pas connecté à Internet. Mais est-ce qu'on a fait un point de situation? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas la proportion de la population connectée. Voilà, aujourd'hui, on augmente de 8 millions en tenant en compte une réduction de 50%, puisque l'idée c'est de réduire et d'envoyer par Internet 50% des factures, c'est ça, et en 2022, 75%. Donc voilà, je voulais savoir si la mairie, je pense que vous l'avez fait, mais réfléchir avec Clineo sur cette réduction et pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Est-ce que parce que ça a un coût? À qui incombe ce coût? Voilà. Bien, on va vous répondre. Je vais laisser Philippe Jusiac le faire. Il est évident que on va vers une dématérialisation, mais on peut aujourd'hui expliquer pourquoi on a un coût drastique de ces factures qui sont envoyées aux usagers, qui sont envoyées par la poste. Le prix du timbre ne vous a pas échappé?
Donc, l'OPT cherche de l'argent partout. Si on n'avait pas piqué dans les caisses, peut-être que l'OPT ne vous ferait pas payer le timbre aussi cher aujourd'hui. C'est un autre débat. Mais oui, non, mais on va pas dégager ce débat, ou en tout cas le faire ici, mais c'est la vérité. Donc, on va effectivement vers une dématérialisation, mais ce coût aujourd'hui engendre bien évidemment les coûts supplémentaires. Ça veut dire c'est le coût du timbre qui a augmenté. Néanmoins, avec eux, et le sujet a été abordé, c'est qu'on essaie d'aller le maximum possible vers une dématérialisation. Mais Philippe Jusiac, le secrétaire général adjoint en charge du dossier, va vous expliquer tout ça. Oui, il est effectivement prévu au contrat de Clineo de passer à la dématérialisation. Cette dématérialisation devait être progressive. Là, effectivement, le prix du timbre est venu anticiper un petit peu la discussion, puisque effectivement, on a un surcoût qui s'applique immédiatement. Par contre, il est prévu, vous l'avez vu, une compensation dégressive en fait du prix du timbre pour justement faire en sorte que Clineo passe le plus vite possible à la dématérialisation, au vu du surcoût justement. Voilà. Donc c'est prévu dans leur contrat. Mais ils avaient la durée du contrat pour le faire. Bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? La délibération, y a-t-il des oppositions, Monsieur Catil-Jaumonier? Nous nous abstenons, merci. Très bien. J'interroge le Conseil. Y a-t-il d'autres abstentions? Il n'y en a pas. Donc la délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2021-39, elle est relative à une cession à titre onéreux d'une parcelle communale d'environ 80 centiares, située section au Magenta, au profit de Monsieur Bruno Quérault et de Madame Zara Rachidi, épouse Quérault. Et on poursuit, Monsieur Zézel, s'il vous plaît. Afin de régulariser l'occupation privative par les époux Quérault d'une partie d'une parcelle communale, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession pour un montant de 1 600 000 francs et la signature de l'acte à intervenir. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 2021-40, elle est relative à une cession à titre onéreux d'une parcelle communale de 41 centiares environ, située section Ansvata, au profit de Monsieur Patrice Guéral et de Madame Germaine Gisguet, épouse Guéral. Afin de régulariser l'occupation privative par les époux Guéral d'une partie d'une parcelle communale, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession pour un montant de 2 050 000 francs et la signature de l'acte à intervenir. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Y a-t-il un conseiller qui souhaite intervenir sur cette session? Non. Il n'y a pas d'observation. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la note 2021-41, elle est relative à une cession onéreuse d'une villa municipale 6 au 10 rue Henri Dunant, section Receiving, au profit de Monsieur Christopher Jamet et de Madame Elisabeth Enras, épouse Jamet. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte notarié et tout document se rapportant à cette cession d'un montant de 54 509 660 francs, net vendeur. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 8 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Et nous allons prendre la dernière note de cette commission, qui est la 2021-42. Elle est relative à une cession d'une partie du lot 198, section Rivière-Salée, au profit du Fonds social de l'habitat. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte notarié, ainsi que tout document se rapportant à cette cession d'un montant de 26 millions de francs.
Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire précise à Monsieur Bérard que le projet porte sur 7 villas en accession à la propriété et un bâtiment de 6 logements locatifs. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer, Monsieur Bonnet-Moi, à la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et nous allons prendre le dossier 2021-43. Elle est relative à une convention avec la SEMAGLO pour le financement de la part communale des dispositifs d'aide provinciale à l'habitat individuel. Et donc, on y va, Monsieur Bonnet-Moi. Pardon. Bonsoir, Madame le maire. Dans le cadre de sa politique d'habitat social, la province sud met en œuvre des dispositifs d'aide à la pierre au profit de ménages à faible revenu. Ces aides ont pour but d'aider les ménages à accéder à la propriété ou à améliorer le logement dont ils sont propriétaires. La province sud a décidé de déléguer à la SEMAGLO en 2018 la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des dispositifs. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la SEMAGLO la convention relative au financement de la part communale des dispositifs d'aide provinciale à l'habitat individuel, la PHI. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des interventions? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Bonnet-Moi, avec la 2021-44. Elle est relative à une convention avec la province sud pour le financement d'un dispositif d'accompagnement à la scolarité sur l'année 2021. À compter de 2021, le dispositif d'accompagnement à la scolarité sera piloté par la commune. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la province sud une convention pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 12 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Delrieux confirme à M. Bérard que le dispositif remplace les activités qui étaient précédemment organisées par la Fédération pour l'accompagnement et le soutien de l'enfance, FASE. Il ajoute qu'elle avait ensuite été reprise par l'association PASS pour la réussite, puis par le GRETA. Dorénavant, la Caisse des écoles sera chargée de cette organisation, faisant intervenir des prestataires extérieurs en lien avec les directions du pôle vie locale de la ville. Ces actions seront menées en cohérence avec le dispositif de prévention du décrochage scolaire organisé par la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, la DPJEJ, de la Nouvelle-Calédonie. Cela participe ainsi à la lutte contre la violence et à la prévention de la délinquance. Le personnel de la Caisse des écoles pourra bénéficier des formations type bien-être par l'équilibre ou de médiation qui sont déjà engagées au sein des cantines et qui présentent des résultats satisfaisants. Sur les articles 1 et 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale sur ce dispositif d'accompagnement à la scolarité, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la 2021-45, elle est relative à l'adoption du règlement intérieur des vides-greniers sur la place des Cocotiers. Dans le cadre de l'amélioration de l'attractivité du centre-ville, la ville de Nouméa organise chaque premier dimanche du mois un vide-grenier sur la place du Cocotier. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur correspondant qui permettra d'encadrer l'organisation de ces journées, mais aussi de réglementer le stationnement et la circulation sur la place. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition pour les vides-greniers. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2021-46. Elle est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts pour la mise en lumière artistique du centre-ville et de l'îlot artificiel de la baie de Sainte-Marie pour les festivités de Noël
2021 et 2022. Dans le cadre des festivités de fin d'année, la ville de Nouméa souhaite reconduire l'opération annuelle Nouméa Féerie, la fête de la lumière, initiée en 2014, consistant à la mise en lumière des espaces de la place des Cocotiers, des bâtiments et sites remarquables par procédé de projection lumineuse dynamique et mapping vidéo. Cet événement se déroulerait du 11 au 30 décembre 2021 et du 10 au 30 décembre 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la commission d'appel d'offres le ou les marchés pour la mise en lumière artistique du centre-ville et de l'îlot artificiel de la baie de Sainte-Marie lors des festivités de Noël 2021 et 2022. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Concernant l'annulation des festivités de Noël 2020 en raison du contexte de violence et de tension, le secrétaire général adjoint en charge du pôle ville local indique à M. Bérard que le marché avait commencé à être exécuté puis tout était déjà installé. Dès lors, il n'était pas possible de procéder à la résiliation du marché ni à la diminution des engagements financiers. Madame le maire confirme ensuite à M. Katidjo Monnier que les montants proposés pour 2021 et 2022 sont similaires aux années précédentes. Elle précise que ramené au nombre de visiteurs qui profitent chaque année de ces festivités, qui sont de l'ordre de 100 000 personnes, si on venait à faire payer ces administrés, cela représenterait 480 francs CFP par personne pour un mois. M. Bérard suggère que pendant cette période, le syndicat mixte des transports urbains, la SMTU, étende les horaires des transports publics au-delà de 18h30. Il précise qu'initialement, il était prévu de les prolonger jusqu'à 21h, puis ils ont dû être limités suite aux exactions rencontrées fin 2019. Madame le maire lui indique qu'à 20h, certains bus circulent encore. Monsieur Nahoué confirme que le dernier bus de la ligne 6 s'arrête en face du bingo à 19h55 pour se diriger vers Caméré. La ligne 5 à destination de Tindy récupère les derniers passagers entre 20h et 20h05. Monsieur Katidjo Monnier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Qui a levé la main en premier? Monsieur Katidjo Monnier? Monsieur Bérard. Allons-y, Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Donc vous nous proposez aujourd'hui une délibération pour l'organisation des 2 prochaines féeries de Noël. Donc un budget quand même très conséquent puisque l'estimation du coût annuel s'élève à 45 millions pour la place des Cocotiers et 3 millions pour l'îlot artificiel de Sainte-Marie, soit environ 48 millions par an. Donc un budget très conséquent puisqu'il s'agit de 20 soirées par année, soit 2 400 000 francs par soirée. Et ceci n'inclut ni les spectacles réalisés par les artistes sur le kiosque, ni le feu d'artifice du 1er de l'an. Alors, comme indiqué dans le compte-rendu de la commission, donc la ville de Nouméa a payé 100% de la facture 2020, soit près de 48 millions, puisque le marché ne prévoyait ni aucune clause écrite sur la rétractation, voire sur la réalisation partielle de la prestation. Et contrairement aux autres maires, qui ont suspendu puis relancé leur manifestation, votre décision, à 48 millions de francs, Madame le maire, décision personnelle et arbitraire, a privé la population nouméenne de toute manifestation, ce qui est dommageable tant humainement que financièrement. En effet, en quoi cette décision d'arrêt permanent et non pas temporaire des féeries a-t-elle apporté sa pierre, a-t-elle été un plus pour ramener le calme à Nouméa? Malheureusement, en rien. D'où ma question, parce que j'ai une question. Ce nouveau marché prévoit-il une clause de résiliation ou de réalisation partielle, comme cela peut exister dans d'autres marchés publics? Merci Madame le maire. Proche de la culture. Merci Madame le maire. Pour l'instant, là, on est sur la phase avant consultation. Donc, la consultation va être lancée. Et ensuite, le marché en lui-même, les articles du marché vont être rédigés. Donc, effectivement, on envisage d'inclure les clauses nécessaires pour, en cas de résiliation, mais c'était déjà le cas auparavant. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, toute l'installation était faite par le prestataire. C'est la raison pour laquelle ça a été payé. Je me suis mal exprimée peut-être. Bien. Monsieur Katidjo Monnier.
Merci Madame le maire. Donc oui, là, ma question rejoignait un peu la question de notre collègue. Là, on va dépenser 48 millions pour l'éclairage en plus du feu d'artifice. L'année dernière, les lumières avaient été éteintes, on a dû payer. Est-ce qu'on sera certain que cette année, ça restera allumé? J'avais aussi une autre question concernant pourquoi 2 ans, sachant que cette année, effectivement, on aura des répondants qui seront à l'appel d'offres qui seront locaux, et que l'année prochaine, espérons que les frontières rouvrent et qu'avec un budget de 50 millions, on peut aussi faire venir des artistes internationaux. Donc pourquoi se lier sur 2 ans et pas se laisser cette flexibilité de réouvrir un nouveau marché, de refaire appel à la concurrence pour le bien des finances publiques qui sont serrées et pour le bien des Nouméens qui pourront voir un nouveau spectacle et pas le même spectacle 2 fois, ou avec des artistes différents qui proposeront une réelle offre variée. Merci. Il me semble que vous confondez. Vous avez d'un côté les illuminations, qui fait l'objet de ce qu'on parle ce soir, les illuminations de la place des Cocotiers, la mise en lumière de l'îlot Sainte-Marie, et vous évoquez des spectacles. Ce sont 2 choses différentes. Mais si vous me dites qu'il faut faire un appel d'offres pour faire venir des gens de l'extérieur, ça veut dire, Monsieur Cathy-Diomonier, que sans doute vous n'avez pas forcément apprécié ce que nos locaux sont capables de faire, et sans doute que vous n'avez pas apprécié à leur juste talent nos entreprises calédoniennes. Mais oui, Monsieur Cathy-Diomonier. On fait des appels d'offres, bien sûr. Alors on pourrait faire des appels d'offres à l'extérieur. Sans doute que ça nous coûterait peut-être beaucoup plus. Mais ce qu'on a vu, on n'a absolument pas à rougir de ce qu'on a vu sur la place des Cocotiers, qui a fait le bonheur de milliers de gens, de milliers, je devrais dire des centaines de milliers, et puis depuis 2014 quand même, 2015. Et donc, il y a plusieurs entreprises qui sont venues. À une certaine époque, il y avait aussi un Australien, la première année, Peter Milne, très connu. Sauf que Peter Milne, il ne demande pas 48 millions. Hein. Parce que quand il faut éclairer des bâtiments comme il sait le faire, c'est le double, voire plus du double. Et on n'a pas les moyens. Donc quand je dis que ça coûte 48 millions par an pour l'éclairage de la place des Cocotiers, il y a aussi tous les spectacles. On travaille avec le chapiteau, les spectacles gratuits pendant 1 mois, dont les enfants de la ville, de tous les quartiers profitent. Et donc, je crois qu'on a pu montrer qu'on avait aussi des troupes d'artistes ici qui savent faire. Mais il y a aussi quelques artistes internationaux via le chapiteau. Et quand ces artistes internationaux, souvent ils sont japonais, néo-zélandais, australiens, proches de chez nous, qui viennent, ben, on n'a pas vraiment à rougir de ce que peuvent faire nos artistes ici. Et je crois que tous ensemble, on doit essayer de soutenir nos artistes locaux, de la même manière qu'on doit soutenir nos entreprises, nos sociétés, aussi petites soient-elles, qui interviennent dans l'événementiel. Et Dieu sait si plus que jamais, on doit essayer de les soutenir, parce que les périodes passées de Covid, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas censé ignorer les problématiques qui sont aujourd'hui celles de l'événementiel. Voilà. Donc, collectivement, on devrait se réjouir d'avoir des entreprises calédoniennes qui savent faire et qu'on fait travailler. Voilà. Je trouve que c'est des accusations qui sont un peu légères concernant notre manque de soutien à l'économie, vu les baisses de budget à l'investissement et tout ce que subissent les entreprises calédoniennes de par les décisions de cette mairie. Sachant que concernant les artistes calédoniens,
Rien ne les empêche de répondre avec d'autres artistes, et vous le dites vous-même, il y a d'autres artistes internationaux qui viennent à Nouméa. Pour ce prix-là, on peut se le payer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc pourquoi se lier 2 ans, si ce n'est pour du copinage local? Là-dessus, je trouve ça vraiment décevant de la part de notre conseil Vous municipal. trouvez ça peut-être décevant, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne savez pas combien ça coûte. Enfin bon, il ne faut pas dire n'importe quoi, Monsieur Catillo-Meunier. Moi, je veux bien que vous soyez opposé à ce projet, mais vous êtes en train de dire n'importe quoi. Vous n'avez aucune connaissance des prix. Voilà, c'est tout. On n'est absolument pas Alors, opposé à ce projet. voilà. On est les seuls à avoir défendu l'éclairage de la ville pour Noël l'année dernière avec quelques collègues dans cet hémicycle, qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Donc là-dessus, c'est nous faire un procès qui n'est pas le nôtre. C'est ça. Chacun a compris et chacun se fait son opinion ici, sur ce que vous avez dit. Y a-t-il d'autres observations? Oui, Madame Oumouni. Oui, merci Madame le maire. Juste une question par rapport aux illuminations, c'est uniquement le centre-ville? Ou est-ce que ça s'étend dans les quartiers Non, parce que vous savez, toute la difficulté, alors les quartiers sont les ronds-points, etc., les quartiers nord comme les quartiers est, les ronds-points sont éclairés. C'est quand même extrêmement difficile de pouvoir faire qu'on pourrait faire de l'animation telle qu'elle est en dehors de la ville. Donc on a choisi la ville parce que c'est concentré. Mais par ailleurs, je comprends très bien ce que vous voulez dire. On est organisé aussi chaque soir avec la vie des quartiers, la politique de la ville, pour faire venir dans des bus, et c'est ce que nous faisons à chaque fois, des enfants à travers les maisons de quartier, pour les amener le soir et les ramener accompagnés des parents. Et il y a plusieurs voyages, et donc on fait bénéficier les enfants des quartiers, en particulier des quartiers nord, qui viennent voir le spectacle, et pas qu'une fois, plusieurs fois aussi. Donc on est organisé là-dessus parce que c'est extrêmement difficile de ne pas concentrer ces lumières. Il y a une espèce de magie concentrée sur les places, ces puits de lumière. Et si on n'éclairait que la place des Cocotiers, mais il faudrait éclairer aussi les quartiers, ce serait extrêmement difficile et donc on étendrait encore plus financièrement. Voilà. Donc on fait le nécessaire pour que les gamins puissent venir et puissent profiter du spectacle. Et juste pour être sûr, hein, c'est bien des transports gratuits qu'on offre à ces quartiers. Oui, oui. Et est-ce qu'on a une estimation en fait du budget qui est dépensé par rapport à tout ça? Je ne sais pas quel est le budget, mais en tout cas, c'est au niveau des maisons de quartier que les inscriptions se font. Pardon ? 21 millions sur l'année pour les transports. Jean-Pierre me dit, Monsieur Delrieux, allez-y. Budget de 21 millions sur l'année pour le transport des maisons de quartier, etc. Et c'est une répartition par quartier, par secteur, par quartier? Merci beaucoup. Madame Manuel Allo. Merci Madame la maire. Pardonnez-moi, mais je crois que j'ai peut-être pas tout suivi et entendu la question que mon collègue posait. Pourquoi une consultation sur 2 années, comprenant une tranche ferme et une autre conditionnelle? Voilà. C'est peut-être moi qui n'ai pas entendu, hein, mais... Restez avec nous. On le faisait sur 1 an, on le fait dorénavant sur 2 ans parce qu'il y a un investissement du matériel. Donc la personne qui répond à cet appel d'offres et qui est choisie, elle a la possibilité de pouvoir investir du matériel pour 2 ans et de pouvoir le rentabiliser en quelque sorte. Voilà, si on le fait chaque année, ça nécessite d'avoir du matériel qui va rester peut-être entre ses mains et qui ne sera peut-être pas retenu l'année d'après. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a fait, mais Marc-Olivier Verger, vous voulez en dire davantage ? Oui, merci Madame le maire, oui c'est exactement ça, hein. C'est pour pouvoir faire des économies d'échelle sur un investissement sur 2 ans, et donc un schéma d'investissement de la part des prestataires qui seraient retenus sur 2 ans. Quant à la tranche conditionnelle, c'est pour nous le moyen de mettre fin à la prestation au bout d'1 an, si jamais il y avait de gros dysfonctionnements et dans l'organisation et dans la mise en œuvre, et évidemment dans la présentation au public tous les jours. Voilà.
Et aujourd'hui, en termes de prestataires, depuis que ça a été mis en place, on a régulièrement changé ou c'est toujours le même prestataire? Donc depuis 2014, nous avons eu 3 prestataires différents. Donc il y avait Peter Milne, l'Australien, qui est donc juste pour info, l'appel d'offres est ouvert. Il n'est pas que au niveau local. Il y a des internationaux qui sont intéressés. Par contre, faire venir du fret et immobiliser leur matériel pour plusieurs mois, pour le coup, c'est un peu plus compliqué et pas assez rentable pour eux. Donc, mais ils déposent des dossiers avec des montants qui sont conséquents. Donc on est Peter Milne, on a ensuite deux sociétés de la place. La société HP Service et la société Oceania qui ont aussi réalisé les prestations. Concernant l'appel d'offres, en général, on a 3 ou 4 offres qui reviennent et ensuite on est dans l'analyse de l'offre, les moyens qui sont mis en œuvre, le coût évidemment, et toutes les modalités de mise en œuvre, la crédibilité, le savoir-faire et l'approche artistique. D'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Pas d'opposition. Et la délibération est adoptée. Et nous allons passer, Monsieur. Excusez-moi, Madame le maire. Oui, Madame Oumi. Unité Pays va s'abstenir sur cette Vous vous délibération. abstenez. S'il Très vous bien. plaît. Merci. Donc nous allons poursuivre avec la 2021-47. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2021. Et on y va, Monsieur Bonnet-moi. Animé par la volonté constante de s'appuyer sur les valeurs de la culture pour asseoir le renforcement de la cohésion sociale, la ville de Nouméa poursuit son programme de développement et de diversification des pratiques culturelles au profit de tous les publics. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions de fonctionnement à 6 organismes pour un montant total de 15 475 000 francs CFP, ainsi que le versement d'une subvention d'investissement pour un montant total de 4 800 000 francs CFP et d'habiliter le maire ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions correspondantes. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Bérard s'étonne que l'État ne participe pas au financement de la rénovation de la cathédrale. Il rappelle qu'avec la loi de 1905 dite de séparation des églises et de l'État, ce dernier est devenu propriétaire des édifices culturels et est chargé de leur entretien. Il déplore que cet inventaire n'ait pas été effectué en Nouvelle-Calédonie et suggère, à défaut, de solliciter une participation. Madame le maire lui conseille de formuler cette demande auprès des services compétents. Elle indique que l'ensemble des demandes sont étudiées et rappelle qu'une aide financière avait également été versée pour l'entretien du temple de Nouméa. Elle précise ensuite que la province sud participe au financement de la rénovation de la cathédrale au titre de sa compétence concernant les monuments historiques. La ville contribue également à ces travaux s'agissant d'un édifice qui relève du patrimoine historique de la commune. Des travaux conséquents ont été engagés par l'association Cathédrale Notre Patrimoine pour la réfection de l'ensemble du système électrique et des peintures et de la toiture. Sur les articles 1 à 4 des 4 projets de délibération, pas d'observation ou d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous avons 4 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première délibération qui autorise le versement d'une subvention à l'association Jeune Étoile pour l'année 2021. J'interroge le Conseil dans la discussion. Des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération qui autorise le versement d'une subvention à l'association Musée Maritime de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2021. Des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la troisième délibération qui autorise le versement d'une subvention à l'association La Cathédrale Notre Patrimoine pour l'année 2021. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Simplement une remarque, je suis favorable à cette subvention et favorable à ce qui se passe autour de la cathédrale. La seule remarque que j'ai faite, et le rappel historique par rapport à la loi de 1905 relative à la séparation de l'État et de l'Église, c'est qu'à l'issue de cette loi, attendu que nous sommes un territoire français, dans tout territoire français, un inventaire a été réalisé par l'État pour prendre en charge lui-même l'ensemble des lieux cultuels pour les 4 grandes religions monothéistes.
Il se trouve qu'en Calédonie, c'était l'époque du gouverneur Feuillet, et donc un souci s'est fait, il n'a pas pu être fait. Sauf que depuis 1905, nous sommes en 2021, on peut estimer que l'État eût pu faire cet inventaire. C'était ça que je sollicitais. Mais néanmoins, bien entendu, la subvention telle qu'elle est proposée, dans toutes les communes de France et de Navarre, il est possible de faire ce type de soutien, et bien entendu, on soutiendra le projet. Mais c'était juste plus un clin d'œil de la collectivité d'État qu'est la commune, vis-à-vis de l'État lui-même, qui aurait dû, depuis 1905 en Calédonie, faire cet inventaire. Merci Madame le maire. Bien. Y a-t-il d'autres observations sur cette subvention à l'association La Cathédrale Notre Patrimoine? Pas d'autres observations, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 4e délibération. Elle autorise le versement de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2021. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la note 2021-48, elle est relative à des demandes de dérogation au principe du repos dominical. Dans le cadre de la réglementation relative au repos hebdomadaire fixé par le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, ou de la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CMA-NC, et des organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la commune. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur 2 demandes de dérogation au principe du repos dominical. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 et 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations sur ce demande de repos non pas de repos aussi, de dérogation au repos dominical? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances qui s'est tenue le 13 avril. Et nous allons prendre la note explicative de synthèse 2021-49. Elle est relative à la gratuité partielle des frais de morgue et de crémation à accorder à la famille de Madame Pascal Polo. Et je vais passer la parole à Monsieur Sacha Benisti. Merci Madame le maire. Agent municipal recruté à la ville de Nouméa en juillet 1986, Madame Pascal Palot a exercé en qualité d'assistante maternelle dans les écoles de la commune. Affectée à l'école maternelle Les Oeillets depuis 2015, elle nous a quittés le 10 décembre 2020. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder à sa famille la gratuité partielle des frais de morgue et de crémation pour un montant total de 131 750 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à d'observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Benisti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et je vous propose de prendre maintenant la note explicative de synthèse 2021-50. Elle est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du Conseil municipal. Ce rapport concerne les décisions prises par délégation du Conseil municipal pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Dans la discussion générale, avez-vous des remarques à formuler? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. En fait, j'ai 4 questions. Donc, vous avez autorisé 34 instituteurs et professeurs des écoles à utiliser des salles de classe pour mener à bien des activités périscolaires. J'aurais voulu avoir, si c'était possible, quelques éléments sur le type d'activité scolaire. Est-ce que c'est pour partout la même? Est-ce que c'est à l'initiative des instituteurs et des professeurs des écoles? La deuxième question, c'est donc vous continuez de signer, ce qui est très satisfaisant, des baux concernant Quai Ferry. Lors d'un précédent conseil, on avait abordé déjà ce sujet et il avait été proposé que les conseillers bénéficient d'un plan d'occupation. On avait abordé ça, je crois, en commission, si mes soeurs sont bons. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité d'avoir
ce plan. Troisième question, il y a plusieurs affaires en contentieux qui nécessitent l'intervention ou pas d'ailleurs d'avocats. Est-ce qu'il est possible par les services d'avoir une note très succincte sur l'objet de ces contentieux? Et dernière chose, alors c'est peut-être plus une anecdote, mais vous avez signé 2 avenants à des conventions quand même qui sont très anciennes, qui datent de 2015-2016, et que vous avez re-signé jusqu'à 2021 et suivant, je crois, de mémoire, qui concernent la Marbrerie et puis une autre entreprise de la place, la SCI Jandot. Savoir pour quelles raisons ça avait été arrêté, puis re-signé et laissé en stand-by, a priori, de ce qu'on lit, entre 2016 et 2021. Merci, Madame le maire. Monsieur Dalrieux, vous pouvez répondre sur les mises à disposition des écoles? Oui, alors il y a une opération historique qui est menée, c'est les études surveillées. Donc, qui sont organisées par les enseignants, aussi bien instituteurs que professeurs des écoles. Jusqu'à présent, c'était une occupation qui était gratuite et depuis quelques années, on demande aux enseignants de payer 800 francs par heure d'utilisation des locaux, des salles de classe, d'autant plus qu'ils sont rémunérés par les parents qui paient une cotisation qui est de 8 000 francs pour 7 semaines d'école. Voilà, et c'est donc juste après les cours de 15h30 pendant 1 heure. Bien, je vous remercie, Monsieur Dalrieux. Donc, la deuxième interrogation était sur... Quai Ferry. Ben, Quai Ferry, ça avance bien. Vous y êtes allé? Madame le maire, oui, je me balade. Vous n'êtes Non, pas allé mais Madame le maire, Quai Ferry, aller prendre un café pour nous dire que c'est extrêmement joli. Madame le maire. Enfin, j'attendais mieux que vous, Monsieur Non, Ferrat. Madame le maire, vous m'avez dit un jour que je traînais sur certains trottoirs. Je me souviens encore. Et les conseillers municipaux de la majorité s'en souviennent encore. Allez traîner Quai Ferry. Donc, c'était cinéma centre-ville. Donc, je suis allé voir. Non, mais il y a un certain nombre de choses, je suis allé voir. Mais je me souviens qu'on a eu un débat ici, parce que vous signez des lots A1, A2. Alors, pour des béotiens comme nous, conseillers municipaux, à suivre, c'est un peu compliqué. L'administration nous avait indiqué que finalement, ça pouvait bouger, ces lots et les mètres carrés bouger, etc. Donc il avait été proposé d'ailleurs, je crois par l'administration, de nous montrer un plan, etc., où on grise un peu pour voir de quelle mesure quel était le taux d'occupation, ou comment c'était occupé. Donc c'est un document technique que je sollicite, si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. On fera comme vous me le dites si bien. Je me rendrai sur place pour essayer de jeter un œil. Bon, je pourrais pas faire tous les magasins si je commence par Picard, mais je serais bien obligé de courir chez moi. Mais hormis ça, sinon, si je puis me permettre, je suis déjà allé, oui, à plusieurs reprises sur place. Merci, Madame le maire. Donc vous avez vu qu'on avait signé un certain nombre de baux. Le lancement va se faire mi-juin parce qu'il y a des permis d'aménagement qui ont été demandés et d'autres sont encore pendant au service de l'urbanisme. Nous avons aujourd'hui 70%, dans une conjoncture qui n'est pas favorable, vous l'admettez, 70% des locaux dont les baux ont été signés et dont les travaux commencent. Nous avons des touches là extrêmement sérieuses. Donc d'ici, on va dire, 4-5 mois, je pense qu'on aura la totalité des locaux qui seront occupés. Voilà. Tous les jours, on a des touches sur les 3-4 locaux vides dont on n'a pas encore signé les baux. Donc, on va lancer, aujourd'hui, il y a quelques enseignes qui sont ouvertes, il y en a d'autres qui sont en travaux, mais moi, je ne suis pas du tout inquiète, et surtout dans cette période. Voilà, qui n'est pas propice économiquement, mais le spot est tellement beau que là, on a vraiment, pour ceux qui y sont allés, on a vraiment des touches extrêmement sérieuses pour les quelques locaux qui restent. Ensuite, vous avez posé la question sur
les notes d'avocats. C'est bien ça, sur les affaires. Oui, je précise, c'est juste en quelques phrases, si on peut avoir de l'administration une note qui nous dit, parce que quand on lit ce qui nous est donné là, on n'a aucun élément, même pas l'objet. Donc simplement, parce que je vous donne un exemple concret, il y a plusieurs affaires qui concernent l'UFC Que Choisir, je suppose que ce n'est pas le même sujet, etc. Bon, c'est juste au moins qu'on ait l'objet de où est le souci, ou où est le hiatus, c'est juste dans un souci de compréhension. Si c'est pas faisable là, pareil, bon, vous me direz que c'est pas faisable, mais c'est ça l'idée. Merci Madame le maire. Monsieur le secrétaire général. Merci Madame le maire. Alors concernant les 4 affaires qui sont citées dans la délibération, nous avons donc la première qui concerne le paiement d'honoraires d'avocats dans le cadre de la défense de la ville. En raison des atteintes dont elle a été victime en janvier, c'était en janvier, décembre, c'est ça, le temps passe vite, en décembre, les exactions qui ont été commises notamment au préjudice de la ville pour une quarantaine de millions de francs, donc pour lequel la mairie est représentée par Solarle Reuter. Ensuite, nous avons un autre contentieux pour des honoraires d'avocat dans l'affaire qui oppose la ville de Nouméa à la Fédération territoriale des agences immobilières. Il s'agit d'un contentieux qui porte sur la REOM. Nous avons ensuite la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Pardon. Nous avons ensuite un arrêté qui concerne le paiement d'honoraires d'avocats à la société Seban et Associés dans l'affaire qui oppose la ville au GIE TCN. Donc il s'agit d'un litige qui concerne la clause de porte-fort entre la société Carouilla et le SMTU pour lequel le GIE s'est retourné contre la ville. Et ensuite, nous avons également un contentieux, donc toujours avec la société d'avocats Seban qui représente la ville, qui oppose la ville à la société Ecotrans. Et il s'agit également d'un contentieux qui a trait à la REOM. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Il n'y en a pas? Il n'y a pas d'opposition? Pas d'observation particulière, dont acte. Donc nous allons maintenant prendre la note 2021-51, elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de pose d'un émissaire en mer d'évacuation des eaux pluviales dans l'Ansvata, et je vais passer la parole au secrétaire général pour nous donner lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Le réseau d'assainissement de la route de l'Ansvata, tronçon compris entre la rue Blaise Pascal et la promenade Roger Larocque, des rues Tabou, Signal et du Pasteur Maurice Lénart, est un réseau unitaire vétuste qui pose de réels problèmes d'exploitation dans ce quartier résidentiel, marchand et touristique. Débordements, plaintes pour odeur, curage régulier. Ce réseau engendre également par temps de pluie la pollution d'une zone de baignade par l'intermédiaire de son déversoir d'orage. Afin d'améliorer la situation du secteur, la mise en séparatif du réseau d'assainissement de ces rues est nécessaire. Un réseau d'évacuation des eaux pluviales de ce bassin versant doit être créé, ainsi qu'un émissaire en mer dans l'Ansvata, au droit du carrefour entre la promenade Roger Larocque et la route de l'Ansvata. Ainsi, par délibération numéro 2019-1107 du 17 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé la signature d'un marché sur appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de pose d'un émissaire en mer. Le marché de travaux numéro 98-218-2020 T009 a été signé avec la SARL EL2T pour un montant de 69 971 342 francs. Toutefois, il est nécessaire d'intégrer les travaux suivants au marché. Le déplacement du regard de l'émissaire en amont sur la berge à l'arrière du futur trait de côte de l'Ansvata, suite aux conclusions d'une expertise complémentaire réalisée en 2020 par un bureau d'études métropolitain sur le phénomène d'érosion de la plage de l'Ansvata et ses perspectives futures, pour un montant de 2 826 395 francs. Le dérotage de la fouille sur toute la longueur de l'émissaire en raison de la présence d'un plateau corallien induré dont la présence n'a été mise en évidence de façon précise que ces derniers jours, lors des premières investigations de l'engin de fouille, malgré la réalisation des études géotechniques préalables au lancement du marché. L'impact des récents phénomènes cycloniques pourrait expliquer la non-conformité du fond marin par rapport aux études initiales,
engendrant une modification du marché imprévue et exceptionnelle d'un montant de 15 649 840 francs. Ces travaux complémentaires et modificatifs engendrent une hausse du coût initial du marché de 18 476 235 francs. Le marché passerait ainsi à 88 447 577 francs TTC. Il est également nécessaire de prolonger le délai d'exécution des travaux d'1 mois et demi qui passerait ainsi à 3 mois et demi. Compte tenu de l'urgence à poursuivre et finaliser les travaux actuellement en cours de pose de l'émissaire, il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer avec la SARL EL2T l'avenant numéro 1 au marché numéro 98 218 2020 T009 en date du 21 avril 2020 pour les travaux de pose d'un émissaire en mer d'évacuation des eaux pluviales dans l'Anse-Vata. Tel objet du projet de délibération ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas. Monsieur Cathy-Jomonier. Merci Madame le maire. Nous allons nous abstenir sur ce dossier. D'accord. Y a-t-il d'autres observations? Madame Manou Alalo. Non, il m'a pas demandé en mariage encore. C'est peut-être ce soir. Ça peut arriver, hein. Des fois. Alors, donc je comprends que le prix a été révisé parce qu'une expertise par un laboratoire métropolitain a préconisé des travaux complémentaires. Est-ce que le prix qui avait été initialement signé avec la SARL EL2T, est-ce que c'était un prix forfaitaire? Est-ce que quand il a établi son prix, comment l'a-t-il établi? Parce que pourquoi, entre-temps, une fois que le contrat est signé, il a fallu faire appel à un expert métropolitain pour revoir les travaux qu'il avait souscrits? Donc, quelque part, est-ce que la SARL a été légère lorsqu'elle a proposé ce prix? Ou est-ce qu'en travaillant, elle a découvert des éléments nouveaux qui ont obligé à tout arrêter et à engager une expertise? Donc voilà, en fait, ma première question, est-ce que le prix était forfaitaire? Parce qu'auquel cas, on sait très bien que si le prix est forfaitaire, ben, tant pis pour lui. S'il a mal évalué son prix, ben, tant pis pour lui. Enfin, tant pis pour elle, la SARL. Maintenant, si elle a réévalué, si le prix n'est pas forfaitaire, pourquoi, entre-temps, on a été obligé de réévaluer ce prix? Bien. Monsieur le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement. Alors, sur la question du prix, il est basé sur un détail quantitatif estimatif, c'est-à-dire des quantités estimées au départ, et sur bordereau de prix unitaire, c'est-à-dire que s'il y a des modifications, effectivement, il est amené à évoluer. Sur la question de l'expertise, il y a deux choses, en fait. Vous avez deux prix à l'augmentation. Vous avez le déplacement d'un regard. Ça n'est pas une expertise spécifique à ce marché. C'est une expertise qui est faite dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière sur l'Anse-Vata. Cette expertise a amené à reculer le trait de côte, donc à revoir le positionnement du regard de cet émissaire, et donc à créer des coûts supplémentaires induits qui n'étaient pas prévus au départ, puisque cette expertise concerne les travaux à venir pour 2022. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Non, c'est bon. Donc ensuite, vous avez un deuxième prix qui est l'ordre de 15 millions. Donc lui qui est un surcoût lié à ce qui s'est passé quand l'entreprise, et notamment l'entreprise sous-traitante du marché, puisque l'entreprise mandataire c'est l'entreprise EL2T, l'entreprise sous-traitante, l'entreprise Gemco. L'entreprise Gemco est l'entreprise qui est à la manœuvre avec une pelle sur une barge flottante. Donc l'idée c'est de fouiller une tranchée sur 130 mètres linéaires en mer, donc en face du regard dont je viens de parler. Et donc là, c'est d'une autre expertise qu'il s'agit, qui avait eu lieu en amont du marché, qui avait démontré sur le plan géotechnique qu'on avait 2 mètres d'épaisseur de matériaux meubles, c'est-à-dire qui se fouillait avec des moyens classiques, c'est-à-dire en gros un godet au bout d'une pelle. Une pelle un peu spéciale, mais une pelle néanmoins. Après les premiers essais de fouille, ce qui est apparu, c'est qu'on rencontrait une forme de dur, c'est pas du rocher, mais une forme de dur, de matériau dur, qui correspond en fait à un plateau corallien
qui est à une profondeur moins importante que celle qui est prévue. Donc les moyens n'étaient pas les mêmes et nécessitaient l'adaptation. On remplaçait, pour être un peu technique, le godet de la pelle par ce qu'on appelle une dent de Reaper pour venir casser ce plateau corallien. Ça ne nécessite pas des moyens plus lourds, qui seraient du brise-roche hydraulique ou des choses très très lourdes, mais néanmoins des moyens très adaptés et plus de temps. Donc il y a une discussion qui s'est mise en place avec l'entreprise. On a cherché à savoir s'il y avait une erreur dans les études géotechniques qui avaient été produites auparavant, et voir si par ailleurs il y avait des maillons défaillants dans la chaîne, hein, ce qu'on n'a pas non plus complètement écarté, qui pourrait être par exemple au niveau de la maîtrise d'œuvre, mais néanmoins jusqu'à ce jour on n'a pas trouvé. Donc on pense qu'il y a effectivement eu des influences des intempéries qui font qu'on a du matériau de couverture qui a pu partir. Ceci a donné lieu à une discussion avec l'entreprise mandataire et son sous-traitant. Je dois dire au passage que le sous-traitant, en fait, l'entreprise Gemco, avait répondu, puisque c'est le seul à faire ce type de travaux sur la Calédonie, avait répondu dans toutes les offres concurrentes. En fait, était présent dans toutes les offres concurrentes. Donc une discussion s'est entamée sur des moyens spécifiques, donc des prix nouveaux qui n'existaient pas dans le bord de route prix unitaire, puisque là on avait des prix avec du matériel spécifique. Au départ à hauteur de 20 millions supplémentaires, et en discutant chaque ligne de prix, on est descendu à 15 millions supplémentaires, et effectivement on s'est accordé avec le maître d'œuvre que on ne pourrait pas descendre plus bas ce surcoût. À partir de là, il a été effectivement discuté, cet avenant a été proposé à la CAO la semaine dernière en urgence, parce que les moyens étaient mobilisés, les démobiliser aurait entraîné un surcoût important. La nécessité de relancer un appel d'offres et de se retrouver malgré tout avec la même entreprise sous-traitante à répondre sur cet appel d'offres. On a fait le calcul que ça nous aurait coûté in fine plus cher de résilier le marché. Par ailleurs, résilier le marché entraînait, ça c'est la notion d'urgence, un décalage du chantier de l'ordre de quelques mois qui venait, je reviens à la première discussion, obérer en fait le déroulé des travaux qui sont prévus sur tout le linéaire côtier, puisqu'on doit procéder à cela avant de procéder aux autres. Donc voilà la raison pour laquelle on a invoqué l'urgence sur la passation de cet avenant. J'espère que j'ai été clair. Bien. Oui, Madame Manoualalo. Oui, je vous remercie, monsieur, pour toutes ces explications. En fait, moi, c'est juste la méthode qui me surprend, parce que on propose un prix et ensuite on fait venir donc un expert qui nous dit voilà comment il faudra procéder. Moi, c'est cette méthode, en fait. C'est, à mon sens, il aurait fallu peut-être, comme vous l'avez fait, faire venir cet expert pour une vision globale. Et après, avec les préconisations, les risques, à partir de là, on construit après des devis. Et peut-être par prudence, il aurait fallu peut-être aussi que l'on verrouille ce prix. Et j'insiste vraiment de négocier un prix forfaitaire pour éviter ce genre de surprise. Parce qu'on sait très bien que, surtout un chantier pareil, là, on n'est pas au bout de nos surprises encore, hein. Donc, si vous voulez, je comprends parfaitement qu'il a fallu voter rapidement parce que pour éviter les appels d'offres, etc., pour éviter de proroger les délais, je comprends, mais je pense que une expertise d'abord pour envisager tout ce qu'il faut faire, et à partir de là, appeler les sociétés à proposer des prix et à verrouiller ces prix, parce que on n'est vraiment pas au bout de nos surprises, je pense, dans ce dossier. La question du trait de côte nécessite effectivement des expertises qui sont complexes, qui prennent du temps, qui ont des rebondissements, ça en fait partie. Et la fixation du trait de côte n'est pas une science complètement exacte. Donc c'est une décision qu'on a été amené à prendre sur la base de plusieurs scénarios, in fine, mais après plusieurs étapes qui ont été réitérées en fait. Ce marché-là devait être lancé en amont,
quoi qu'il arrive. Sinon, on ne respectait pas les délais de tout le processus qui va découler ensuite. Sur la question des prix, on ne peut pas faire des prix forfaitaires sur ce type de marché. C'est très compliqué parce que vous avez des aléas, notamment géotechniques, que ne peut pas assumer l'entreprise. Donc c'est à nous de voir ensuite si effectivement, que ce soit des aléas géotechniques, soit des modifications à la marge. Si on doit rajouter quelques mètres de tuyaux, il faut qu'on soit capable de le faire sur notre décision. C'est-à-dire qu'on peut prendre la décision, nous, de modifier à un moment donné un positionnement. Ce n'est pas à l'entreprise de l'assumer. Bien. Oui, Madame Oumouni. Juste, en fait, je m'interroge sur la première étude qui avait été faite, l'étude géotechnique qui avait été faite. Donc, vous nous précisez qu'il y a bien 2 mètres de roche meuble, en fait, qui recouvrait cette roche dure. Et vous nous dites qu'apparemment, il y a une autre expertise qui a été faite par rapport à ce qui a été trouvé. Mais je voulais savoir... Non juste... Oui, pardon. Je termine juste Oui. je voudrais savoir en fait l'étude géotechnique qui a été faite. On est allé jusqu'à quelle profondeur, justement pour déterminer à quelle profondeur on devait poser l'émissaire. Alors sur la première étude qui a été faite, on est descendu jusqu'à 15 mètres, c'est-à-dire jusqu'à la matrice dure, jusqu'au rocher, ce qu'on appelle le substratum. Vous aviez donc de l'eau, une partie sableuse sur une hauteur d'environ 2 mètres, sur la quasi-totalité du linéaire, et ensuite effectivement une partie corallienne un petit peu plus indurée, pas une roche, un peu plus indurée, sur environ 1,20 m, et ensuite encore du sable sur une hauteur de 10 mètres. Donc ces essais ont été faits par différentes méthodes qu'on appelle pénétrométriques ou pressiométriques, donc sur lesquelles c'est des méthodes qu'on emploie tout à fait couramment et qui sont normées. Ensuite, il n'y a pas eu une deuxième expertise. Sur ces bases-là, l'entreprise est intervenue, a commencé à fouiller avec la pelle. Et en fouillant avec la pelle, elle s'est rendue compte qu'en fait la partie meuble, la partie sableuse, était très inférieure à ce qui avait été constaté lors de l'étude géotechnique. C'est-à-dire simplement, là, c'est la partie pratique. On creuse et on rencontre le dur à un certain moment. D'accord, l'estimation, elle est arrivée après qu'on ait commencé à creuser. Mais du coup, l'expertise, elle s'est faite tous les mètres linéaires, tous les 5 mètres linéaires. Il y a eu 5 points faits sur la totalité du parcours. D'accord. Okay. Oui, Madame Manoualalo, une dernière fois. Merci Madame le maire. Monsieur Jusiac, vous me disiez qu'il n'était pas possible de négocier un prix forfaitaire dans ce marché, sauf que dans l'avenant, ou alors je ne lis pas bien, il est écrit que au niveau, à l'article 2 du prix, que la décomposition du prix est globale et forfaitaire. Effectivement, on abordait le prix supplémentaire. En fait, non, il dit que la décomposition du prix, donc on est de le prix de 88 millions, vient remplacer. Enfin, c'est ce que je lis. Oui, on borde le prix final, oui. Donc ça veut dire qu'initialement, c'était un prix forfaitaire. Non, c'était un prix sur détail quantitatif estimatif. Et là, par avenant, on rend forfaitaire ce surcoût. Effectivement. On borde le surcoût, de façon à ce que si l'entreprise a basé sur 10 jours son intervention, si elle en met 11, ça ne coûte pas plus cher. Voilà. Bien, après tous ces détails extrêmement techniques et tous les aléas que peuvent subir ces chantiers, et on n'est pas au bout de nos peines sur l'Ansvata. Donc il y aura aussi bien des aléas de ce côté-là. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations? Pas d'opposition? Madame Oumouni? Oui, Unité Pays s'abstient. Vous vous abstenez? Oui. Pas d'opposition. La délibération est adoptée.
Donc je vous propose de prendre la note explicative de synthèse 2021-52. Elle est relative à la modification de la délibération désignant des représentants au conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville de Nouméa. Et je vais passer la parole à monsieur Marc-Olivier Verger, secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale, pour donner lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Par délibération numéro 2020-1139 du 7 juillet 2020, le conseil municipal a procédé à l'élection de 7 représentants du conseil municipal siégeant au centre communal d'action sociale, CCAS, de la ville de Nouméa. Suite à la démission de monsieur Christian Grochin, reçu le 26 avril 2021, il convient de procéder à son remplacement. Les modalités de remplacement des membres élus par le conseil municipal sont fixées par les articles R123.8 et R123.9 du Code de l'action sociale et des familles. Il est précisé que les membres du conseil municipal habilités à siéger au conseil d'administration du CCAS sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues aux articles cités supra. Tel est l'objet du projet de délibération ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Merci. Donc, je vous rappelle que les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Pour cette désignation, le conseil municipal ne peut décider de lever le scrutin secret. Et donc, avant de procéder au vote, je vous propose comme assesseur monsieur Jean-Pierre Delrieux et madame Fabienne Chardini, afin de constituer le bureau pour le scrutin. Et je vais vous donner lecture des candidatures. Donc nous avons madame Chantal Bouillet, madame Muriel Germain, monsieur Alexandre Machevoul, madame Janine Bajon, madame Liliane Kondoumi, madame Stéphanie Païman et madame Davina Fawa. Donc les bulletins de vote sont en train d'être distribués. Bien. Donc les bulletins ont été distribués afin de permettre le bon déroulement. Je vais faire l'appel des conseillers. Chacun déposera son bulletin plié dans l'urne qui va circuler. Donc je déclare le scrutin ouvert. Très bien, donc on commence là par madame Pralon, c'est ça? Donc madame Cindy Pralon a voté et vote pour madame Le Saint. Monsieur Luc Brun a voté. Madame Liliane Kondoumi a voté. Madame Lorraine Cassagne a voté. Monsieur Bruno Capi a voté. Madame Christine Bellet a voté. Monsieur Sacha Benisti a voté et vote pour monsieur Le Lézour. Madame Kimberley Baroni a voté. Monsieur Michel Desmeuses a voté. Madame Naya Weteou a voté. Monsieur Christophe Delière a voté. Madame Muriel Germain a voté. Monsieur Christophe Delesser a voté. Madame Karine Cornaille a voté. Madame Stéphanie Païman a voté. Madame Christiane Saridjan a voté. Monsieur Daniel Linsberger a voté. Madame Vaïmoé Albanaise a voté. Madame Davina Fawa a voté. Madame Velma Falaeo a voté. Monsieur Emmanuel Bérard a voté. Monsieur Joseph Boinémois a voté. Madame Loury Oumouni a voté. Monsieur Catidjo Meunier a voté. Madame Manou Alalo a voté. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guillon a voté. Madame Thuy O'Connor a voté. Monsieur Claude Charlot
a voté. Monsieur Patrick Sakoumouri a voté. Madame Isabelle Lafleur a voté. Monsieur Marc Ziezel a voté. Madame Françoise Suvet a voté et vote aussi pour Monsieur Philippe Alaï. Monsieur Patrick Guyon a voté et vote pour Monsieur Alexandre Machefoul. Madame Chantal Bouillet a voté et vote pour Madame Diane Bidouillet. Je vais voter. Et je vote aussi pour Monsieur Blaise. Monsieur Jean-Pierre Delrieux a voté et vote pour Monsieur Nicolas Brignone. Madame Fabienne Chardini a voté et vote pour Madame Charlotte Tiaoué. Monsieur Tristan Deric a voté et vote pour Madame Valérie Larocque. Madame Janine Bajon a voté. Monsieur Warren Laroué a voté et vote pour Madame Chimanti. Madame Pascale Servant a voté et Monsieur Fong a voté. Donc le scrutin est clos. Nous allons procéder au dépouillement. Donc on va compter le nombre de bulletins, s'il vous plaît. Alors nous avons 52 votants. Le compte est bon. Alors, je donne juste le nom de la tête de liste, ça ira plus vite. Oui. Madame Bouillet. Madame Bouillet. Madame Bouillet. Blanc. Madame Bouillet. Blanc. Madame Bouillet. Madame Bouillet. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. Madame Bouillet. Madame Bouillet. 10, ça y est. Deuxième paquet. Madame Bouillet. 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 Et même Bouillet. Oui. Troisième paquet. Madame Bouillet. Bouillet. Liste de Madame Bouillet. 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 Et Bouillet. Non. Madame Bouillet. 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 Blanc. Madame Bouillet. Et ensuite, dans les deux autres restants, Madame Bouillet et Madame Bouillet. Bien, nous avions 52 bulletins, 49 pour la liste de Madame Bouillet et 3 bulletins blancs. Donc,
Madame Bouillet a obtenu 49 voix, ainsi que tous ceux qui suivent sur la liste. Voilà. Donc la délibération est adoptée. Donc nous allons maintenant prendre le point suivant qui concerne la note explicative de synthèse 2021-53 relative à la modification de la délibération 2020-1015 nommant les représentants de la ville de Nouméa au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. Donc Monsieur Verger, vous pouvez nous lire la délibération s'il vous plaît? Oui, merci Madame le maire. Par délibération numéro 92-06 du 23 janvier 1992, le conseil municipal a créé et adopté le statut de la Caisse des écoles de la ville de Nouméa, établissement public communal dont l'objectif est de faciliter la fréquentation scolaire en prenant en charge notamment l'organisation des cantines et des garderies périscolaires. Conformément à l'article R264-16 du Code de l'éducation, la Caisse des écoles est administrée par un comité d'administration présidé par le maire ou un membre du conseil municipal qu'il désigne. Ce représentant désigné par le maire devient alors président du comité d'administration de la Caisse des écoles. Par délibération 2020-1015 du 11 juin 2020, le conseil municipal a nommé 8 conseillers municipaux pour siéger au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles de la ville de Nouméa. Suite à la démission de M. Christian Grochin, reçue le 26 avril 2021, il convient de procéder à son remplacement. D'une manière générale, lorsqu'il s'agit de procéder à une désignation, le vote s'effectue au scrutin secret dès lors que le tiers des membres présents le demande. Toutefois, conformément à l'article L121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 30 du règlement intérieur, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux désignations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément ce mode de scrutin, il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour désigner les représentants de la ville au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. Tel est l'objet des 2 projets de délibération ci-joints que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, je vous remercie. Avant de poursuivre, je signale au conseil que Madame Manuel Lalo a dû partir et qu'elle donne procuration à Monsieur Catidjo Monnier. Donc nous avons 2 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première qui lève le vote à scrutin secret pour la désignation des représentants du conseil municipal au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. Dans la discussion générale, il y a des observations? Pas d'observations, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2e délibération. Elle nomme les représentants de la ville de Nouméa au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. Dans la discussion générale, des observations? Non. Donc nous allons procéder au vote à main levée pour le remplacement de M. Christian Grochin par Mme Davina Fawa au sein du comité d'administration. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Très bien. Madame Fawa, vous faites l'unanimité dans ce conseil. C'est formidable. Oui. Donc nous allons maintenant prendre la note explicative de synthèse 2021-54. Elle est relative à la modification de la délibération modifiée 2020-1017 du 11 juin 2020 désignant les membres des commissions municipales permanentes. Donc je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire général Romain Perrault pour donner la lecture de la note explicative de synthèse. Lors de la séance du 11 juin 2020, le conseil municipal a désigné M. Christian Grochin, membre de la commission du budget et des finances, de la commission de la solidarité, jeunesse, culture et sport et de la commission consultative des services publics locaux. Suite à la démission de ce dernier reçue le 26 avril 2021, il est proposé au conseil municipal de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales. D'une manière générale, il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à la nomination ou présentation. Toutefois, conformément à l'article L121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 30 du règlement intérieur, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever, préalablement au vote, le scrutin secret pour désigner un représentant du conseil municipal au sein de 3 commissions municipales.
Tel est l'objet des 2 projets de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. Donc nous avons 2 délibérations. Je vous propose de prendre la première qui lève le vote à scrutin secret pour la désignation d'un représentant du conseil municipal au sein des commissions municipales. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération qui modifie la délibération 2020-1017 du 11 juin 2020 désignant les membres des commissions municipales permanentes. Je vous propose de désigner pour la commission de l'administration générale, de la prévention et de la sécurité et de la commission de la solidarité, jeunesse, culture et sport, Madame Davina Fawa. Pour la commission du budget et des finances et la commission consultative des services publics locaux, Madame Velma Falaeo. Dans la discussion générale, des observations? Non. Il n'y a pas d'opposition non plus. Donc nous allons procéder au vote à main levée pour la désignation des membres au sein de ces 4 commissions. Alors qui est pour? Qui est contre? Eh bien, il n'y a personne. Eh bien voilà, Madame Fawa et Madame Falaeo, vous avez été élus. Donc, bien, alors je vous propose maintenant d'étudier le vœu qui a été déposé par Madame Velma Falaeo. Le vœu dit ceci: vu le code électoral fixant les dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections municipales, vu le guide des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vu les préconisations du ministère de l'Intérieur de ne pas excéder le nombre de 800 à 1000 électeurs inscrits par bureau de vote, vu l'arrêté du Haut Commissariat DLAJ-BAJE numéro 2020-741 du 24 août 2020 fixant la liste des bureaux de vote dans les communes de Nouvelle-Calédonie pour le scrutin du 4 octobre 2020, vu la demande de la 3e consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie par les groupes UC unis en date du 8 avril 2021, considérant que le découpage communal de Nouméa présente 18 bureaux de vote avec plus de 1000 inscrits pour le dernier scrutin de 2020, dont plus des 3/4 se situent dans les quartiers nord de la commune, un bureau de vote présente 1788 électeurs, j'émets le vœu de suivre les préconisations du ministère de l'Intérieur de ne pas excéder 800 à 1000 électeurs par bureau de vote dans la ville de Nouméa. Et par conséquent, je propose, dit Madame Falaeo, qu'une réflexion soit menée en vue de la 3e consultation pour la création éventuelle de bureaux de vote supplémentaires à proximité de ceux dont le nombre dépasse les préconisations du ministère de l'Intérieur, favorisant ainsi le bien-être des électeurs. Alors nous sommes tout à fait d'accord avec ce vœu, puisque nous avons déjà, ça ne dépend pas entièrement de la commune de Nouméa, ni d'une autre commune d'ailleurs, parce que nous avons déjà abordé le Haut Commissariat sur un certain nombre de bureaux de vote, et en particulier sur 3 écoles, qui sont l'école Morissette de Vambé, où il y a 1322 inscrits, l'école Daniel Talon, 1771 inscrits, et l'école Albert Perrault, 1414 inscrits. Donc il s'agit pour le haut-commissaire de nous donner la possibilité de pouvoir scinder ces bureaux de vote en 2. Alors, il faut quand même, avant de laisser la parole au directeur, juste pour vous dire qu'on va passer dorénavant à 60 bureaux de vote. C'est bien entendu pour un référendum qui se profile à l'horizon. Sur une autre élection classique, qu'elle soit provinciale, avec une restriction du corps électoral, le problème ne se pose pas. Sur une autre élection plus classique, on va dire, comme celle des municipales, ou celle des législatives, ou celle de l'élection présidentielle, où là tout le monde peut voter, où nous n'avons jamais véritablement eu de problème dans ces bureaux de vote, c'est sûr que pour un certain nombre, ça a été compliqué lors du référendum. Mais ça veut dire que
sur l'élection, sur la consultation référendaire, on va passer à 60 bureaux de vote. Mais là, je voudrais quand même m'arrêter 2 secondes pour vous dire que 60 bureaux de vote, c'est 60 présidents. Et que si on met des bureaux de vote en plus, c'est-à-dire que si on scinde en 2 les 3 dont je viens de vous dire, ça veut dire qu'il faut 5 assesseurs par bureau de vote. Donc il va nous falloir 15 assesseurs supplémentaires. Et enfin, je dois dire ici que la lenteur dans certains bureaux de vote, ça nécessite quand même qu'il y ait une formation. Parce qu'on a des gens qui sont assesseurs, qui ne sont pas du tout formatés pour être assesseurs, et qui parfois mettent du temps avant d'être aguerris à la chose. Donc ça ralentit aussi le processus. Donc on va s'atteler avec le service des élections. D'abord, on forme les présidents, mais ce serait bien que les responsables de partis aussi puissent former leurs assesseurs. Et puis enfin, dernière chose que je voudrais dire, c'est que on a été confronté, mais c'est à chaque élection, on nous donne des noms d'assesseurs, et puis le jour de l'élection, on ne les voit jamais. Donc c'est aussi un problème. Les partis politiques responsables qui envoient des assesseurs, aujourd'hui, il faut, je ne vais citer personne ici, mais il y en a ici. Donc il faut vérifier que quand les gens s'inscrivent pour être assesseurs, il faut qu'ils viennent. Et donc quand on n'a pas beaucoup de monde, ben, on est un peu confronté à un certain nombre de problèmes. Donc c'est en bonne voie au niveau au commissariat, parce que chacun a compris qu'il faut faciliter les choses. Et enfin, je voulais aussi vous dire que dans le vœu que vous avez déposé, derrière, vous avez donné le pourcentage des votants dans les bureaux de vote. Donc grosso modo, si on regarde, on tourne autour de 80 à 82%. Ça veut dire qu'on n'est pas à 100%. Si on prend le chiffre de 80, ça veut dire qu'il y a 20% d'inscrits qui ne sont pas venus voter. Et donc quand on est 1000 sur un bureau, ça veut dire qu'il y en a 200 qui ne sont pas venus voter. Et donc on retombe à 800. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Le directeur du bureau des élections, et encore un peu plus que ça d'ailleurs. Et oui, donc, comme l'a dit Madame le maire, effectivement, on travaille depuis le lendemain du référendum l'année dernière, on travaille avec l'Ossaria pour justement voir comment dédoubler ces 3 bureaux de vote qui vous ont été précités, devant B1, Daniel Talon évidemment, et Albert Perrault, essentiellement des bureaux de vote importants. Daniel Talon, pour la petite histoire, au premier référendum 2018, avait posé bien plus de problèmes qu'en 2020, avec notamment le dernier électeur qui avait mis son enveloppe dans l'urne à plus de 21 heures. Voilà, pour une fin de scrutin à 18 heures. Tout le travail qu'avait mené la commune sur sa communication et sur le renforcement de ce bureau-là, même s'il y a eu de l'attente, on en est conscient, et c'était le cas au référendum de 98 également, même s'il y a de l'attente, ce bureau de vote-là a eu son dernier électeur à 18h20 en 2020. Donc le travail conséquent qui a été mené sur la communication, l'organisation du bureau de vote et le renfort par des agents municipaux qui ont été mis en place a quand même permis cette amélioration-là. Mais tout de même, ce bureau de vote-là, qui est notre bureau problématique à la mairie de Nouméa, très clairement, c'est un bureau où les gens n'ont jamais fait leur changement d'adresse, qu'ils habitent dans d'autres quartiers de la ville, mais surtout dans d'autres communes. Pour y avoir été en 2020 et m'être fait fortement interpeller par une personne, pour ne pas dire copieusement insultée, je lui ai juste posé la question devant tout le monde, où est-ce qu'elle habitait, cette dame-là, et elle m'a dit « j'habite au Mont d'Or ». Voilà. Donc je lui ai expliqué gentiment devant tout le monde qu'en fait, à cause du fait qu'elle n'ait pas fait preuve de civisme et changé son lieu de vote, eh ben, elle était en difficulté et elle mettait les autres en difficulté. Ça avait calmé la situation. Pas plus tard que la semaine dernière, une famille entière nous a contacté à la ville pour dire que c'était extrêmement compliqué ce bureau de vote-là. Donc on a pris
le fichier électoral et je leur ai demandé, mais vous habitez tous au même endroit, parce que votre fille a 48 ans, votre fils a 30 et quelques années, vous habitez toujours tous au même endroit? Ah ben non, ma fille elle habite là-bas et puis mon fils il habite là-bas. Donc voilà, c'est tout ce travail d'explication qu'on fait au quotidien auprès de nos électeurs. Donc ce bureau-là, on a déjà la confirmation qu'on va pouvoir le dédoubler et au-delà de le dédoubler dans l'école, on va le positionner dans l'école à côté, l'école maternelle juste à côté. Donc ça va aussi permettre un flux d'électeurs moins conséquent et moins entonnoir qu'à l'entrée de Daniel Talon. Le référendum coûte à la ville, en coût direct et indirect, heures, agents et compagnie, 100 millions de francs. Dès qu'on rajoute un bureau de vote, c'est certainement des frais supplémentaires, mais au-delà de ça, une logistique conséquente à mettre en place. Parce que le lendemain matin, il y a école, de manière générale. Donc derrière, c'est les cantines à remettre au propre pour accueillir les enfants, ou des classes entières à repositionner, les 25 bureaux, etc. Donc l'effort va être fait sur ces 3 bureaux de vote-là. Vergès pardon, pas Vergès, Talon lié au nombre, on est d'accord. Perrault également. Devambé 1 et 2, c'est surtout lié aussi, parce que les bureaux de vote ont, même s'il y a eu de l'attente, quand même bien fonctionné. Je crois que vous étiez d'ailleurs présidente là-bas. Mais c'est surtout la pression du secteur qui a été aussi compliquée à gérer. Donc c'est pour ça qu'on entame aussi ce travail-là. Et pour conforter et confirmer les propos de Madame le maire sur les assesseurs, très clairement, et là c'est l'administratif qui vous parle, on compte sur vous, les partis politiques, pour nous envoyer le maximum d'assesseurs, certes, mais des assesseurs formés. Et vous l'avez tous vécu, parce que j'ai tous en face de moi des présidents de bureaux de vote, d'un assesseur qui, alors c'est quelle lettre, et qu'il y a la queue qui s'accumule derrière. Donc clairement, on compte sur vous là-dessus pour les former, et même si vous avez besoin, on peut former vos représentants des assesseurs pour qu'eux puissent les former derrière. On a une nouvelle présidente à former prochainement, Madame Fawa, vous allez passer entre nos mains, et vous saurez tenir un bureau de vote après ça. Et par contre, on a des bureaux de vote, je prends l'exemple de Champ-Moreau, on a le président derrière, où certes, il y a 1241 électeurs, mais ça a fusé toute la journée, il n'y a pas eu tellement d'attente que ça, et des bureaux de vote plus petits, à 700, 800 électeurs, où il y avait des heures d'attente, parce qu'on avait en face de nous, soit 2 assesseurs uniquement sur 5 potentiellement qu'on peut mettre dans un bureau de vote, et pas forcément soit aguerris, soit vifs à l'exercice. Et vraiment, le jour du référendum, s'il vous plaît, partis politiques, proposez-nous des assesseurs dynamiques, présents à l'heure d'ouverture, et qui vont rester jusqu'à la fin, au moment de la signature des PV. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui, à 18h, et là, le président et l'équipe, elle se retrouve un peu, qu'est-ce que je fais, comment je fais? Voilà le cri du cœur de l'administration, et en tout cas, l'entente bien formelle de votre souhait, Madame Falaïo. Merci. Oui, Madame Falaïo. Merci Madame le maire, merci Monsieur le directeur. Je voulais juste reposer le contexte pourquoi j'ai déposé ce vœu. C'est parce qu'en fait j'ai fait l'expérience l'année dernière en tant que présidente de bureau de vote, et donc c'est pourquoi j'ai souhaité déposer ce vœu-là. Après, je suis consciente. Donc c'est bien pour ça que j'ai rédigé mon vœu en menant une réflexion, parce que je suis consciente que ça demande un coût à la collectivité, la logistique, un coût humain. Et je remercie toutes les personnes qui se mobilisent pour que ce scrutin se passe dans les meilleures façons. Mais voilà, je suis satisfaite, Madame le maire, et je partage tout à fait. C'est vrai que les partis politiques doivent former les assesseurs, parce qu'on en a vu. Et en tout cas, je m'inscris et je vous remercie pour la prise en compte de ce vœu. Bien, merci Madame Falaïo. On est en phase sur ce sujet. Bien, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous informe que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 3 juin. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.